Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Bon lundi, bonne semaine à tous et celle du Real Madrid et des supporters commence bien parce que le Real Madrid a fait la super bonne opération en s'imposant 1-0 face à Séville avec un super bijou de Luka Modric. Donc on n'encaisse pas du tout de but. Le Real Madrid prend une avance dans cette Liga. On a de plus Luka Modric qui a été super heureux, qui a été élu homme du match et qui prouve qu'il est un des éléments importants dans cet effectif. Au programme du jour, on va faire un point sur le classement de la Liga actuelle et voir ce que les adversaires du Real Madrid ont fait ce week-end. Ensuite, on va rentrer dans les détails du match entre le Real Madrid et le FC Séville, parler de la composition initiale faite par Carlo Ancelotti. Je vais faire ensuite le débrief de ce match, mes tops, mes flops et on finira par quelques mots dits par Carlo Ancelotti dans cette fin de match. D'ailleurs, j'ai aussi quelques mots dits par Luka Modric. Donc, si on regarde le classement, le Real Madrid a fait la super bonne opération en s'imposant face au FC Séville. Il conserve la première place de cette Liga avec une nette avance de 8 points sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a aussi fait une super bonne opération en l'emportant 4-0 face à Getafe et qui du coup double Girona sur cette deuxième place. Girona qui n'a toujours pas encore joué, il devrait jouer aujourd'hui contre le Rayo Vallecano. Donc Girona est à 56 points, à 9 points derrière le Real Madrid. Ensuite, on a deux mauvaises opérations de la part de nos concurrents. Tout d'abord, l'Atlético Madrid qui n'a pas pu gagner contre Almeria, qui a été tenu en échec sur la pelouse d'Almeria. Ils ont fait 2-2, donc ils sont à 52 points, donc déjà 13 points derrière le Real Madrid. Et ensuite, l'Athletic Bilbao qui a perdu au Betis Séville 3-1. Donc au vu de ce classement, la victoire du Real Madrid était super importante. Si jamais on avait perdu, on aurait eu le Barça à seulement 5 points derrière le Real Madrid et aussi la menace de Girona qui aurait pu revenir très près et qui aurait pu réduire l'écart avec le Real Madrid. Bon, maintenant on va rentrer en détail sur le match du Real Madrid face au FC Séville. On va tout d'abord parler de la composition qu'a faite Carlo Ancelotti. Il y avait très peu de surprises étant donné qu'on avait eu pas mal de suspendus, de blessés. Camavinga et Carvajal étaient suspendus à ce match. On n'a pas de Thibaut Courtois, pas de Militao, pas de Alaba qui sont blessés. Rosselló était également aussi le blessé de dernière minute. Donc on avait Lunin dans ce poste de gardien et là on avait la très bonne nouvelle, Rudiger qui a pris cette place de titulaire. Il y avait quand même une incertitude de savoir s'il était vraiment à 100% pour ce match. Carlo Ancelotti l'avait aussi annoncé qu'il serait sûrement titulaire. Donc Rudiger a pris cette place de titulaire en défense centrale accompagné de Nacho. Au niveau des arrières, on avait Mendy et Lucas Vazquez. Comme je vous l'ai dit, Carvajal était suspendu et on a eu Tchouaméni qui a repris cette position de sentinelle, cette position de numéro 6 qui l'affectionne accompagné de Toni Kroos et de Valverde. Ensuite, on avait Brahim qui remplace Jude Bellingham. D'ailleurs, j'ai oublié de dire Jude Bellingham qui était aussi blessé. Donc Brahim le remplace assez souvent numériquement quand Jude Bellingham était absent. Et Vinicius et Rodrigo pour compléter cette attaque. Donc on va dire pas vraiment de surprise dans ce 11 initial. Maintenant, on va parler de ce match, faire le débrief. Donc j'ai pris quelques notes durant le match et vous dire ce que j'ai pensé de ce match. Donc on avait un début de jeu plutôt à l'avantage du Real Madrid au niveau offensif avec Vinicius et Brahim qui driblaient pas mal sur leur côté. On retrouvait plutôt Rodrigo sur le côté gauche. Je pensais qu'il allait être plus axial avec Brahim et Vinicius sur les côtés, mais Rodrigo penchait un peu plus sur le côté gauche avec Vinicius. Du côté du FC Séville, ça jouait plutôt en transition, plutôt en contre-attaque. Ça défendait en bloc. Il y avait très peu d'espace pour les attaquants du Real Madrid et ça relançait très vite en contre-attaque. Ça a failli même aboutir dès la 7e minute. C'est ce que j'ai noté avec En-Nesyri qui n'a pas cadré. Donc c'était déjà la première frayeur du match. Ensuite, à la 10e minute, il y a eu le but du Real Madrid après une perte de balle du FC Séville dans leur camp. On a Nacho qui récupère avec un contact sur le Sévillan. D'ailleurs, c'est ça qui va faire débat. En plus, je trouvais que le Sévillan faisait plutôt faute avec le coup de portée sur Nacho. Ensuite, on a Vini qui nous invente vraiment une jolie passe lobée et Vazquez qui joue super bien le coup, qui vient récupérer le ballon et vient tromper le gardien pour l'ouverture du score. Mais ensuite, on a quand même l'intervention de la VAR. Je pensais qu'il y avait quand même faute sur Nacho. Comme je vous le disais, il y avait le joueur sévillan qui avait placé son coude au niveau de Nacho, mais la VAR avait vraiment zoomé. Voilà, on avait vraiment un gros zoom sur Nacho qui vient piétiner la cheville du joueur de Séville. Donc but annulé sans surprise. D'ailleurs, Carlo Ancelotti s'était assez énervé sur ce contact. Je pense qu'il disait un peu pareil, que Nacho avait subi une faute. Il a pris un carton jaune juste avant que l'arbitre soit parti vérifier sur la VAR. Ensuite, on avait quand même assez de tension juste après ce fait de match. Après un corner du Real Madrid, j'avais noté un accrochage avec Rudiger et un autre joueur du FC Séville. On avait des décisions arbitrales qui étaient assez souvent
contesté. On avait un Real qui s'agaçait, Carlo Ancelotti aussi. On avait aussi cette frustration qui se sentait vraiment sur les joueurs, sur une faute sifflée contre Toni Kroos. D'ailleurs, je crois que j'ai l'image. Il prend un jaune et on le voit vraiment sortir de ses nerfs et ne plus se calmer. D'ailleurs, c'est même Sergio Ramos, le comble, qui vient le calmer juste après ce fait de match. Ensuite, dans le jeu du Real, je trouvais que ça manquait de hauteur. On n'avait plus Bellingham ou Rosselló ou même Camavinga aussi qui des fois venait apporter un peu plus de nombre dans cette attaque. Et pour moi, c'est vraiment Valverde qui devait faire ce choix-là. C'est ce que j'avais noté, qui doit monter et amener du nombre, amener de la hauteur au niveau offensif. Des fois, on avait Rodrigo qui driblait, qui donnait le ballon à Vinicius. Il allait se placer au centre, mais au final, Rodrigo et Brahim sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas s'imposer face à Ramos ou à Badé qui étaient beaucoup plus grands qu'eux. Au final, on avait plutôt Tchouaméni qui faisait un peu ce rôle d'amener un peu de nombre au niveau de l'attaque. D'ailleurs, il avait une bonne occasion, une belle frappe du gauche. Lui qui n'est pas gaucher, une belle frappe du gauche qui a été contrée et qui est ensuite parti en corner. Ensuite, à la toute fin de match, on avait quelque chose que j'attendais aussi beaucoup de la part de Valverde. C'était des grosses frappes. Une super belle frappe qui avait failli tromper le gardien et c'est ce que je voulais dans ce match. Je vous avais dit, un des points faibles du FC Séville, c'était les frappes de loin. D'ailleurs, le but est venu sur une frappe de loin de Luka Modric. D'ailleurs, on va y revenir dessus. Et je me suis amusé aussi à regarder les statistiques à la mi-temps et on a vu que le Real Madrid était assez dominant, avait plus de possession de ballon, 63% pour le Real Madrid, 37% pour le FC Séville. Au total, il y avait 4 tirs pour le Real Madrid, dont une cadrée, alors que le FC Séville avait seulement tiré une fois. Je pense que c'était la frappe de En-Nesyri que j'avais notée. Sinon, globalement, on va dire assez nette domination du Real Madrid qui avait cette possession du ballon et le FC Séville qui attendait plutôt le Real Madrid en bloc et qui attendait les attaques du Real Madrid pour pouvoir les contrer et marquer. Donc on arrive à la seconde mi-temps, donc pas de changement des deux côtés. J'ai noté qu'à la 48e minute, on avait une super bonne montée de Valverde, Brahim qui vient centrer et Valverde qui a trouvé le poteau, une belle frappe un peu loupée. D'ailleurs, il essaie de la prendre du droit, mais en fait, il la tape du gauche. Ça a failli faire but dès l'entame de la deuxième mi-temps. Juste ensuite, après, à la 52e, on a une contre-attaque du FC Séville. C'était vraiment leur façon de jouer. Et ensuite, on a une belle reprise du joueur et super bel arrêt de Lunin qui la sort du genou. Franchement, Lunin nous a fait un super bon match. Et d'ailleurs, ça fait depuis plusieurs matchs que Lunin prouve qu'il est le gardien numéro 1 au Real Madrid. Et je trouvais que dans cette seconde mi-temps, on avait un peu plus d'espace, que le match était un peu plus ouvert. Et là, on a eu une série d'occasions pour le Real Madrid. J'ai noté plusieurs occasions entre la 55e et la 60e. On avait une occasion de Rodrigo avec un Ramos qui a glissé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il essaye de trouver la lucarne, mais elle passe juste à côté. Juste après, une minute après, on a une occasion de Vinicius du pied gauche qui est bien arrêté par le gardien. Et je trouve aussi que Vinicius s'est super bien développé sur son pied gauche. C'était un de ses défauts. Et je vois qu'il a beaucoup travaillé dessus. Une minute après, à la 57e, on a encore eu une occasion de Vinicius qui passe pas loin. Le Real pousse et on se dit qu'on va bientôt marquer. À la 58e, on a encore une attaque menée par Rodrigo et on a Vinicius qui n'arrive pas à marquer. On a plusieurs occasions du Real Madrid et on se dit forcément que le FC Séville va craquer, qu'il ne va pas réussir à contrer toutes ces offensifs madrilènes. Et à un moment, on s'attendait à quelques changements de la part de Carlo Ancelotti ou du FC Séville. On a eu un changement, mais c'était le changement d'arbitre. L'arbitre qui a eu une gêne au niveau du mollet, je crois. C'est la première fois que je vois ça sur un terrain. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ça en cours de match, un changement d'arbitre en plein match lié à une blessure. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait assez rire. Et d'ailleurs, je trouve que le deuxième arbitre était nettement meilleur que le premier arbitre. Les décisions du premier arbitre étaient assez douteuses, d'où, comme je vous ai dit, l'agacement des joueurs de Kroos, de Carlo Ancelotti qui a pris un carton jaune. Bref, ça reprend après une bonne coupure. On a le Real qui est toujours à l'offensif. Du même côté, toujours le côté gauche avec Vinicius et Rodrigo qui étaient souvent portés sur ce côté gauche. Et là, on a eu le changement tactique de la part de Don Carlo Ancelotti. À la 75e minute, il fait vraiment un changement très offensif. Il fait rentrer Modric pour faire sortir Nacho. Donc un défenseur central en moins. On imagine que Tchouaméni va prendre cette place de défenseur central et que Modric sera porté un peu plus haut avec un Toni Kroos dans cette position de sentinelle à la place de Tchouaméni. Et ensuite, on a vraiment en fin de match une domination nette du Real Madrid. Séville ne touchait même plus un ballon. Ça tournait de tous les côtés, mais c'était le Real Madrid qui avait ce ballon jusqu'à ce magnifique bijou, ce super but de Luka Modric. Il réceptionne le ballon à la suite d'un renvoi de la défense, petite feinte du corps. En plus, souvent pour ceux qui regardent un peu les entraînements du Real Madrid, il a souvent l'habitude de le faire. Il s'ouvre le ballon juste après la feinte et fait une super belle frappe, poteau rentrant, un but
1-0 avec la super célébration de Luka Modric portée par Rudiger. On avait l'impression que c'était un but de Ligue des Champions. En tout cas, c'était un but, comme l'a dit après Carlo Ancelotti, je vais vous dire sa déclaration d'après-match, c'était un but qui valait 3 points. Donc, qu'est-ce que j'ai noté à la fin? Il y a quand même le FC Séville qui a contesté, on va dire, ce but-là. C'est vrai que Rudiger était hors jeu quand Valverde avait centré. D'ailleurs, c'est de ce centre relancé par la défense que Modric marque le but. Mais on voit bien que Rudiger, d'ailleurs, je crois pas que j'ai la vidéo, mais à la suite de ça, Rudiger ne fait pas action de jeu. Il s'efface et revient lentement pour être considéré en jeu. Mais au final, il n'a pas fait action de jeu. À la fin, Carlo Ancelotti fait quand même quelques changements, on va dire anecdotiques. Il fait rentrer Ceballos. D'ailleurs, Ceballos, j'ai même pas vu s'il avait touché le ballon à la 89e. Il fait sortir Brahim. Et à la base, il y avait Arda Güler qui devait rentrer. Il avait fait s'échauffer, mais étant donné que Modric avait marqué, donc Carlo Ancelotti n'avait pas forcément besoin de faire entrer Arda Güler, donc on avait déjà gagné 1-0, il fallait plutôt conserver ce score. J'ai failli oublier, il a aussi fait rentrer Alvaro Rodriguez, là, le joueur uruguayen. D'ailleurs, c'est un joueur que j'apprécie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, supporter madrilène, je crois que c'était contre l'Atlético Madrid, et je crois qu'il marque un but. En tout cas, il avait vraiment fait une belle entrée, mais je pensais qu'on allait voir plus souvent Alvaro Rodriguez qui était vachement apprécié de Carlo Ancelotti. On a plutôt vu d'autres joueurs de la Castilla comme Nico Paz ou plutôt Gonzalo Garcia. Voilà, en tout cas, ça faisait plaisir. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il était sur la liste des convoqués. Maintenant, on va parler des tops et des flops. On va forcément parler de Luka Modric. C'était le joueur du match, le MVP. Son entrée en jeu a vraiment prouvé qu'il était un élément hyper important dans ce Real Madrid. D'ailleurs, beaucoup de joueurs sont super importants au Real Madrid. J'ai sorti cette statistique pour voir combien de joueurs du Real Madrid ont été élus MVP et combien de fois. En tête, on a Jude Bellingham qui a été élu 13 fois MVP. À la suite de ça, on a Vinicius 5 fois, Brahim 4 fois, Joselu 3 fois, Rodrigo 2 fois MVP, Antonio Rudiger 2 fois, Valverde, Garcia, Vasquez, Dani Carvajal et Luka Modric qui ont été élus aussi une fois homme du match. Donc pour moi, un gros top pour Luka Modric. Ensuite, mon deuxième top, c'est Vinicius Junior. Pour moi, c'était vraiment l'homme le plus dangereux au Real Madrid. La plupart des attaques passées par Vinicius, il aurait pu quand même marquer. Donc au total, Vinicius, c'est quand même 4 tirs, 2 passes clés et 6 dribbles réussis. Donc c'était un match plein de la part de Vinicius. Et pour moi, pour compléter ce top 3, je vais mettre Toni Kroos. Toni Kroos, c'était lui qui était à l'origine du jeu du Real Madrid. C'était lui, on va dire, le maestro qui passait les ballons, qui faisait des transversales. Et d'ailleurs, il a complété 18 passes longues, le plus grand nombre pour un joueur de Liga depuis quand? Depuis Toni Kroos en 2019. Donc, il égale son même record fait en 2019. Toni Kroos a fait du super bon boulot et j'ajouterai encore une mention spéciale pour Lunin qui nous a fait des super bons arrêts dans ce match. Au niveau des flops, pour moi, il n'y a pas vraiment de flop flagrant. À la limite, bon, comme il faut forcément faire un choix, je vais peut-être mettre les arrières. Lucas Vasquez et Mendy, pour moi, ils n'étaient pas forcément présents. Ils n'apportaient pas forcément ce qu'on attendait en attaque. D'ailleurs, Lucas Vasquez a quand même marqué. On va dire que je suis assez méchant sur ce côté-là, mais comme je vous ai dit, globalement, il n'y a pas de flop. Mais s'il faut prendre les joueurs qui ont un peu moins bien joué par rapport aux autres joueurs, je vais mettre quand même Lucas Vasquez, Mendy, et je pense que quand même Valverde, je suis un peu dur avec lui, mais Valverde, je pense qu'il doit quand même être plus décisif au Real Madrid. On doit attendre de lui qu'il marque, on doit attendre de lui qu'il fasse plusieurs frappes de loin, qu'il doit être plus dominateur. Je pense que vraiment là où Valverde doit évoluer, c'est sur son pied gauche. Il a vraiment qu'un pied droit. À chaque fois qu'il a le ballon sur son côté droit, il peut faire qu'une chose, c'est soit centrer ou soit revenir un peu en retrait. Il a du mal à centrer avec son pied gauche ou voire même de tirer avec son pied gauche. Donc je pense que Valverde, vraiment pour être considéré comme un très grand joueur, je pense qu'il doit vraiment développer son pied gauche pour vraiment être au top. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quels sont vos tops, quels sont vos flops. Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment des flops qu'il y a eu au Real Madrid. Globalement, le Real Madrid a assez bien joué ce match. Je pensais pas que le FC Séville allait venir vraiment. Je pense qu'ils étaient venus pour faire le match nul. En tout cas, ils étaient vraiment pas venus pour gagner parce que le Real Madrid était vraiment dominateur sur cette rencontre. Et pour le dernier point, je vais quand même finir sur des mots qu'a eu Carlo Ancelotti en toute fin de match. Il a dit tellement de choses, mais voilà, je vais quand même condenser ce qu'il a dit. Il a parlé du but de Luka Modric. Il a dit c'est un grand but, un grand contrôle. Il est entré frais. Il nous a aidé dans ce match. Il vaut 3 points. Comme je vous l'ai dit, ce but de Luka Modric vaut 3 points. Il était vraiment important pour cette Liga. Et on lui demande comment on a célébré ce but dans les vestiaires, ce but de Luka Modric. Il dit on l'a beaucoup célébré parce qu'il l'a mérité et qu'il a marqué un grand but. C'est compliqué de le laisser sur le banc, mais c'est un exemple pour tout l'effectif. On sait que Luka Modric maintenant a plutôt ce statut de remplaçant cette saison, mais quand il entre, il fait vraiment une différence comme le match d'hier. Ensuite, on lui a parlé du changement. Je vous avais dit que Arda Güler s'était échauffé et qu'il devait rentrer. Et donc, Carlo Ancelotti dit j'ai voulu faire jouer Arda Güler juste avant le but de Luka Modric, ce qui est logique. Donc, il voulait amener un attaquant de plus. Puis, il dit j'ai changé d'avis. Arda Güler le comprend très bien et s'il ne le comprend pas,
rien ne se passera. Donc on voit bien que le message est clair et je pense qu'il est vraiment agacé qu'on lui parle assez souvent de Arda Güler. Donc il était prévu pour rentrer en jeu parce que le Real Madrid était encore tenu en échec et à la suite de cela, avec le 1-0, il n'a pas forcément fait rentrer Arda Güler. D'autres me diront, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi il fait quand même rentrer Alvaro Rodriguez? Alvaro Rodriguez, c'est quand même un joueur très grand de taille, donc pour les coups de pied arrêtés ou même pour garder le ballon, il était plus efficace que Arda Güler, surtout pour cette fin de match. Ensuite, on lui pose encore une question encore sur Luka Modric. Forcément, on lui dit comment on gère le cas Luka Modric. Il dit c'est très compliqué à gérer, je comprends ce que peut penser Luka Modric quand il ne joue pas. Il est un peu triste, tout le monde pense à sa fin de carrière, mais lui non. On ne dirait même pas que c'est un joueur de 39 ans. Et Luka Modric s'est aussi exprimé devant la caméra. Il a dit plusieurs choses, mais là c'est ce que je voulais ressortir dans cette toute fin de vidéo. Il dit le Real Madrid a prouvé comme toujours, nous n'abandonnons jamais, c'est notre ADN, nous aimerons y remédier plutôt parfois, mais c'est plus doux comme ça. On sait que ces victoires sont super belles, ces victoires à l'arraché dont le Real Madrid a le secret. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez eu peur que le Real Madrid ne gagne pas ce match? D'ailleurs, au niveau des jeux de pronostics, personne n'a trouvé ce score de 1-0. On a eu pas mal de 2-0, de 3-0, de 3-1, de 4-1, mais personne n'a trouvé ce 1-0. Donc aux abonnés, il faudra être plus efficace pour la prochaine rencontre. D'ailleurs, la prochaine rencontre du Real Madrid, ça va être un déplacement à Valence. Ça va être le week-end prochain, juste avant de jouer contre Leipzig, le match retour de Ligue des Champions. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu veux recevoir de l'actualité au quotidien du Real Madrid, si tu vas avoir quelques débriefs, si tu veux être tenu aussi au courant du Real Madrid et ne rien louper, c'est sur cette chaîne qu'il faut s'abonner. Merci en tout cas à ceux qui se sont abonnés récemment. On est passé en 5 jours de 2000 abonnés à 2500 abonnés. On aura bientôt le cap des 3000 abonnés ensemble. En tout cas, je vous dis merci, bonne semaine à tous et on se retrouve bientôt pour faire le prochain 5 infos du Real Madrid. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!